J'ai été confrontée à un choix cornélien, disais-je, après le passage de M. Lianos pendant la pause, celui de rester ou celui de partir direction ventre à terre à la direction des services judiciaires, au service de la mobilité pour demander mon transfert dans les meilleurs délais en tant que magistrat de liaison dans ces établissements-là. Moi, je vais déjà dans ces endroits-là. Finalement, j'ai décidé de rester pour pouvoir essayer de clore cette journée consacrée à effectivement cette place de la criminologie. Alors, mes propos introductifs seront les suivants. Quel point commun existe-t-il entre le poème de Charles Baudelaire, Abel et Caïn, la sculpture d'Henri Vidal, Caïn venant de tuer son frère Abel, la musique de Kreutzer, La mort d'Abel, ou le tableau de Rubens, Caïn tue Abel? Le crime, évidemment. Les crimes, ces références culturelles viennent chacune à leur manière, dans leur expression de leur art, représenter ce premier meurtre de l'humanité. Abel et Caïn étant, je vous le rappelle évidemment, les premiers enfants d'Adam et Ève, et ce mythe fondateur est quelque chose de plus important, me semble-t-il, que ces simples références mythologiques, dans le sens où il vient aussi renvoyer et poser une certaine universalité du crime. Cette rivalité fraternelle, fratricide, illustrée par l'histoire de Caïn et d'Abel, n'illustre pas effectivement juste ce simple meurtre, mais renvoie à cette réalité bien concrète de crime. Alors cette référence mythologique peut-être aussi est-elle un peu à dessein de mon point de vue et un peu facétieux. Je ne vais pas être sur le registre aussi caustique que mon prédécesseur, mais il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là pour montrer et renvoyer ce maelstrom dans lequel se trouve la criminologie, rivalité fratricide. Peut-être est-ce aussi de cela dont on a assisté auquel on a assisté il y a quelques années. Tout ça pour montrer que effectivement ça concerne tout le monde, et ce côté universel est manifestement important à souligner, au même titre que le côté actuel, me semble-t-il, du crime aujourd'hui dans nos sociétés. Évidemment, il a toujours été présent, c'est un poncif, mais peut-être plus aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire que, me semble-t-il, le citoyen lambda est peut-être plus confronté aujourd'hui qu'avant à cette dimension criminelle, et ce qui va avec derrière ce sentiment d'insécurité, parce que tout un chacun peut-être peut-être concerné, lui, ses proches, des amis, à la faveur d'éléments extrêmement classiques de la vie, comme aller prendre un café sur une terrasse, visiter un musée ou assister à un feu d'artifice, au crime. Tout le monde est confronté aujourd'hui dans sa vie quotidienne à la mise en place de ce plan Vigipirate qui fait que dès que vous rentrez dans un magasin, vous êtes obligé d'ouvrir vos sacs, etc. Et que le crime finalement est présent plus qu'avant. Alors je passe les détails sur effectivement les informations en continu sur les attentats qui peuvent avoir lieu dans les quatre coins du monde, etc. Mais voilà, tout ça pour insister sur cette omniprésence du crime, et donc sur cette urgence à penser le crime dans notre société. Et c'est précisément l'objet de ce 38e congrès, qui a posé des termes bien précis dans les éléments, en tout cas, qui ont été communiqués et qu'on retrouve dans le flyer de cette présentation. Approcher, je cite, les difficultés de la criminologie à trouver sa place en tant que telle en France, dans le monde universitaire, le monde de la recherche. Il y a des universitaires et des chercheurs qui en parlaient aujourd'hui, et au sein des institutions pénales. Et tenter d'approcher, je cite toujours, ce sentiment depuis quelques années que cette discipline est décriée et dévoyée. Ce sont les propos que vous avez repris, Madame le Président, ce matin, en propos introductifs, et de mettre au clair
en mobilisant plusieurs perspectives historiques, sociologiques, philosophiques, pour essayer d'en identifier les causes. C'est donc des regards effectivement pluriels, et c'est ça qui constitue aussi des richesses de moments comme ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et nous continuerons demain. Pour ma part, je vous proposerai donc un regard juridique singulier. Juridique parce qu'évidemment je suis juriste de formation, essayer d'utiliser le droit comme un outil heuristique pour essayer de réfléchir à cette singularité criminologique française et essayer, autant que faire se peut, en tout cas modestement, de contribuer à une certaine intelligibilité de cette situation par un regard pragmatique. Moi, je ne vais pas me situer sur des registres de réflexion universitaire importante, mais sur ce registre-là, parce que ça peut aussi venir des acteurs de la société qui peuvent aider à essayer de conceptualiser, en tout cas d'essayer de comprendre ce qui se joue sur le terrain. Alors, ce sera l'inspiration de votre humble servante en l'espèce. Permettez-moi juste quelques éléments de présentation. Alors, Alain me mettrait mal à l'aise là en faisant une publicité d'un ouvrage qui date un peu quand même, il faudrait le nommer, de présentation effectivement, parcours juridique un peu sui generis, puisqu'il fait que, et c'est aussi ça le but de ma démonstration, que je me situe en dehors, et j'insiste sur ce point, en dehors de ce malaise dans la criminologie, pour reprendre une expression chère aux fondateurs d'autres disciplines qui ont aussi été malmenés, qui ont connu quelques vicissitudes en certains temps, pour pas nommer la psychanalyse, en dehors, mais tous en dehors de cette criminologie à laquelle je suis quand même extrêmement attachée depuis de très nombreuses années, avec un engagement certain, avec des écrits effectivement sur ce point, mais j'insiste sur le point que je n'appartiens pas au monde universitaire ni au monde de la recherche. Je me situe également en dehors de ce malaise dans la criminologie française, avec ce petit regard effectivement qu'on retrouve dans de la criminologie en Amérique, par une expérience professionnelle comparée vécue au Canada pendant près de 5 ans, qui fait figure effectivement souvent de référence en matière de criminologie, et référence à propos de laquelle il convient, je pense, de prendre quelques distances, parce que le Canada, c'est pas la France, et j'avais cette expression assez singulière quand je suis revenue sur le sol français. J'ai pour habitude d'indiquer, peut-être un peu avec humour, que j'ai jamais mesuré à quel point j'étais française en vivant au Canada, parce qu'on me renvoyait tous les jours du supermarché à effectivement l'école de criminologie. Et encore une fois aussi en dehors de ce malaise dans la criminologie, parce que moi j'ai une expérience résolument pratique, un regard très pratico-pratique, celle d'une juge de l'application des peines qui vit et qui éprouve quotidiennement des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, alors beaucoup de bonheur aussi, mais dans l'exercice de ses fonctions, puisque je suis donc juge de l'application des peines, ce qu'on appelle en milieu fermé, en charge d'un centre de détention de 400 détenus, qui est, pour pas le nommer, le centre de détention de Saint-Miel, qui a été le premier établissement à gestion mixte du programme 13 000. Voilà, qui se situe donc dans l'est de la France, parce qu'on n'arrive pas par hasard à Saint-Miel en fait. Voilà, entre Nancy et Metz, qui dépendent donc de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc. Il y a également son petit frère, entre guillemets, le centre de détention de Montmédy, qui relève de la compétence territoriale de Verdun. Voilà, donc quelle légitimité ce juge de l'application des peines peut apporter pour contribuer en tout cas à la réflexion? Eh bien, il est, me semble-t-il, une véritable cheville ouvrière dans l'institution pénale, parce qu'il est au cœur de la politique du même nom, parce qu'il est à la fois, donc ce juge, je le précise parce que toutes les personnes dans l'auditoire ne sont pas forcément juristes, ce juge de l'application des peines est celui qui donc est en charge des modalités d'exécution des peines privatives de liberté et qui oriente et contrôle leurs conditions d'application.
qui assure un peu le service après-vente, si je puis dire, à partir de la commission d'infraction jusqu'au retour dans la société. Et c'est ça, me semble-t-il, qui fait toute cette légitimité pour le juge d'application des peines d'intervenir, c'est qu'il a effectivement à la fois ce côté répressif, exécution de la peine, même si ça relève plus des fonctions du parquet, mais il a aussi ce rôle de réinsertion et donc de prévention de la récidive. Il est à la fois dedans et à la fois dehors. Il est dans, évidemment, la détention, puisque 3 fois par mois, je prends ma petite voiture pour aller au centre de détention et aller pour les débats contradictoires, pour les commissions d'application des peines et les commissions d'application à libération sous contrainte. Donc il est dedans, mais il est aussi dehors en suivant les personnes pour lesquelles il a fait droit à la demande d'aménagement de peine, c'est-à-dire toutes ces personnes qui se retrouvent en placement sous surveillance électronique, en libération conditionnelle, etc. etc. Mais au-delà de ça, le juge de l'application des peines est aussi ce magistrat qui a une vision globale du crime, précisément à cause de son côté service après-vente, justement, parce qu'il a un regard assez longitudinal, plus que finalement un juge d'instruction ou un président d'assises qui intervient à un instant bien précis. Alors on dirait évidemment j'interviens à un moment précis aussi, mais il y a quand même ce regard depuis la commission des faits jusqu'à la réinsertion qui se passe souvent bien, qui peut aussi mal se passer, mais justement, on a ce regard longitudinal sur la commission d'infraction, sur le regard, l'évolution de la personne également, auquel on peut avoir accès évidemment par l'ensemble des éléments du dossier. Toutefois, évidemment, l'objet de cette communication n'est pas de se limiter à la position du juge de l'application des peines, ça n'aurait qu'un intérêt que très très réduit, puisqu'il y a bon nombre d'écrits qui ont été faits sur cette juridiction à part entière, notamment depuis la juridictionnalisation de l'application des peines. Donc l'intérêt est bien autre, évidemment, il est plutôt d'utiliser le juge de l'application des peines et sa pratique comme un support de réflexion pour essayer de se saisir des enjeux de la justice moderne et de la façon selon laquelle la criminologie peut trouver sa place dans ce monde de droit. Ce sera mon leitmotiv, en sachant que cette criminologie a, me semble-t-il, cette place à prendre, qu'il y a même un besoin, qu'il y a même une urgence d'intervenir en termes de criminologie en France, en tout cas moi en tant que praticienne je le mesure, et comment cette criminologie elle peut trouver sa porte d'ouverture, comment est-ce qu'elle peut intervenir. Alors elle peut intervenir, elle a une très belle porte d'ouverture là précisément en ce moment avec tous les paradigmes qui sont en train de bouger en France. Elle l'est par ces fameux chantiers de la justice qui lui consacrent une porte magistrale d'ouverture avec son plan d'action qui concerne le sens et l'efficacité des peines. Alors pour ceux qui n'en ont pas forcément connaissance, le 6 octobre dernier, Madame Belloubet, notre ministre de la Justice et garde des Sceaux, accompagnée du Premier ministre, ouvrait à Nantes ces chantiers de la justice qui visent à transformer en profondeur la justice française au travers de 5 chantiers prioritaires que sont la transformation numérique, l'amélioration et la simplification de la procédure civile, l'amélioration et la simplification de la procédure pénale alors l'adaptation de l'organisation territoriale et le sens et l'efficacité des peines. Et c'est là, me semble-t-il, que la criminologie peut prendre tout son sens. Alors l'objet de mon intervention, qui va débuter, je vous rassure, est donc de se situer en dehors de tout, d'abord avant tout en dehors, je vais bien insister, de ce malaise dans la criminologie, en dehors également de tout déterminisme ou idéologisme, c'est revenu de façon récurrente dans la journée, pour essayer d'approcher, enfin de poser des jalons pour une clarification des choses et d'être résolument optimiste. Parce qu'il y a des champs de possibles qui s'offrent à la criminologie à partir du moment où elle accepte de s'en saisir, et tout ça à partir du laboratoire, du quotidien, du juge de l'application des peines. Alors, à ce propos, justement, je suis juste une juriste sui generis, effectivement, je ne veux pas faire un plan en 2 parties, 2 sous-parties, mais je vais casser la norme, je vais faire 3 parties.
pour vous proposer d'analyser ce regard juridique au travers de 3 dimensions. Une dimension que j'ai appelée normative, une dimension politique et une dimension économique, qui sont toutes les 3 porteuses, me semble-t-il, de principes sous-jacents qui ont des implications importantes et qui permettraient à la criminologie de pouvoir émerger. Donc les propos introductifs de ce matin, qui étaient tenus par Madame la Présidente, évoquaient la nécessité de contextualiser la réflexion sur la criminologie et l'espace dans lequel celle-ci pouvait être amenée à intervenir. Et effectivement, en tant que juriste, je ne peux que rebondir sur cet espace-là. Alors moi, ça fait écho chez moi à la notion de normative, de norme juridique. Quelle définition je vous propose de la définition normative? C'est pour savoir un petit peu de quoi on parle. C'est un axiome normatif, c'est-à-dire qui doit se comprendre comme une réflexion sur le modèle juridique utilisé dans un pays, à partir duquel le système de droit s'est construit au fil du temps. Tout ce qui s'est construit au fil du temps, c'est-à-dire au fur et à mesure des événements, des réactions, des ruptures, des consensus, toute cette histoire qui a constitué un pays et l'unicité d'un pays. C'est ce que je disais tout à l'heure, le Canada, c'est pas la France, et c'est pas la Belgique, et c'est pas l'Espagne, etc. Et ce cadre-là est important à prendre en compte parce que c'est avec lui qu'on doit faire avec et qu'il est nécessaire de l'avoir à l'esprit, et ça fait partie de ces éléments. Alors je n'ai plus le nom en tête de cet homme-ci, Paroualkis, quelque chose, enfin je dois sûrement écorcher son nom, qui a pour habitude de travailler avec un juriste connu qui s'appelle Antoine Garapon. Et qui fait état de cette notion de culture juridique, cet élément qu'on a à l'intérieur de soi, cet habitus, pour reprendre un terme bourdieuien, qui fait qu'on n'a plus conscience finalement du contexte dans lequel on vit. Et c'est ce que je vous disais de façon un peu amusée, où j'ai mesuré à quel point j'étais française en vivant au Canada. Donc très schématiquement, puisqu'effectivement ce sont des éléments que j'ai beaucoup développés dans cet ouvrage qui a été précité, mais qui permet juste d'évacuer ce premier élément. Très schématiquement, il existe, enfin on a pour habitude de dire qu'il existe 2 systèmes juridiques dans le monde, qui se distinguent fondamentalement. Le système continental ou romano-germanique auquel la France appartient, et qui se distingue du système plutôt anglo-saxon dit de common law. Et chacun se définit avec une culture juridique bien précise qui va au-delà de ce qu'on trouve dans les ouvrages, c'est-à-dire le système inquisitoire versus le système accusatoire, ou une justice distributive versus une justice rétributive. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, et qui doit être donné à un moment donné, notamment pour permettre à la criminologie peut-être de se positionner face à ça. Alors si on revient à ce système continental qui, donc schématiquement, représente le système français, il y a d'abord la loi et rien que la loi. Et c'est ça en fait que je vous propose d'approcher, c'est cet esprit des lois, pour parodier Montesquieu. C'est ça, c'est comprendre l'esprit de la loi, cette culture qui nous habite intérieurement mais dont on n'a même pas conscience finalement. Donc en France, système continental, romano-germanique, c'est la loi, c'est la référence, c'est le code pénal. Tout le monde a vu ces codes rouges. C'est la loi qui institue, c'est la loi qui est cette référence véritablement verticale des choses et qui s'impose au juge de l'application des peines, au même titre que n'importe quel magistrat d'ailleurs ou quel juriste. C'est-à-dire qu'il va devoir développer un raisonnement juridique à partir de ce texte, et rien que de ce texte, dans un mécanisme de raisonnement syllogistique, pour l'appliquer au cas d'espèce. Ça marche pas, voilà, on en tire les conséquences, mais tout part de la loi et de cette dimension instituante véritablement de la loi, ce qui pourrait m'amener à utiliser ce terme effectivement de verticalité, si vous me suivez dans ce registre-là, pour pouvoir justement le distinguer, donc un
institutionnalisé, vertical, basé sur la loi, auquel finalement on doit appliquer ou pas, l'individu rentre ou pas dans le schéma. C'est un système finalement assez moniste qui fonctionne avec une façon de faire et rien qu'une, et qui vient se distinguer des systèmes dits de common law, qui sont plus anglo-saxons et qui, eux, reposent finalement sur une forme d'horizontalité. C'est-à-dire que dans le monde de la common law, c'est pas un droit légal comme nous, mais c'est un droit jurisprudentiel. C'est-à-dire qu'on veut aboutir à une forme d'égalité finalement arithmétique entre les individus et pas quelque chose à géométrie variable comme chez nous. Ce modèle anglo-saxon est beaucoup plus pluraliste. Et il vise à uniformiser les individus. Et ils sont faits à partir de ces fondamentaux culturaux, parce que c'est ce qu'on retrouve finalement, et quand on vit au Canada, on voit à quel point la notion de consensus est quelque chose de très très important, qu'on retrouve finalement dans des procédures pénales comme le plea bargaining. Alors c'est pas du tout notre CRPC à la française, c'est la négociation permanente avec le procureur, l'avocat et le procureur. D'ailleurs, le magistrat, il n'existe quasiment pas, il est là pour homologuer quasiment les choses et pas beaucoup plus. Donc en fait voilà, il y a cette dimension effectivement d'horizontalité, mais où tout est aussi possible. Et c'est ça en fait, ces fondamentaux qu'on retrouve dans cette culture, dans cette culture anglo-saxonne, et qui vient poser effectivement cette culture juridique de base, dans laquelle la criminologie nord-américaine trouve extrêmement bien ses marques. Et c'est ça qui lui permet, me semble-t-il, d'exister. Et c'est pour ça qu'en France, on se pose cette question, mais comment, pourquoi ça bloque autant en France? La question, elle est peut-être comment est-ce que la criminologie, par essence, qui est pluridisciplinaire, et on l'a bien évoqué aujourd'hui, peut-elle prendre sens dans un système culturel du juridique complètement moniste? En fait, c'est presque vouloir faire rentrer un rond dans un carré. Vous comprenez, c'est ça qui devient extrêmement compliqué, parce que le mode de raisonnement très profond n'est pas du tout le même. Les terrains, la culture juridique anglo-saxonne, puisque finalement la criminologie existe, le crime existe dans un système juridique, c'est par lui qu'il passe en grande partie. La culture criminologique plurielle permet de rentrer, rentrer dans ces mondes-là, précisément parce que la culture juridique lui permet aussi, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il, pour la culture juridique française. Et que c'est ça qui convient peut-être, pour reprendre ces éléments, ces propos introductifs relatifs au but même du colloque, essayer d'identifier les causes, les points d'achoppement, les difficultés, tous ces éléments qui font que, effectivement, on ne le voit pas, mais c'est là, et c'est peut-être là que ça commence à bloquer. Alors ça, c'est cet élément, comment dirais-je, normatif. Il y a également cette autre dimension qui, me semble-t-il, est importante également, c'est cette dimension politique. Alors attention, on ne va pas parler de ce qui fait mal. Il s'agit de voir et de permettre à la criminologie de se saisir de ce qui est en train de se passer en France, de tirer les conséquences de cette crise qui a été connue par elle il y a quelques années, la création du Conseil national universitaire, la création de la criminologie, la disparition de la criminologie quelques mois après, etc. etc. On l'évoquait ce matin, peut-être est-ce le temps ayant passé, la nécessité de reprendre ces éléments fâcheux, effectivement, de se remobiliser, la colère étant passée, de passer à autre chose, en se saisissant aussi de ce qui continue à exister autour de nous, avec ces paradigmes qui bougent. Et les éléments politiques sur ce point sont assez intéressants, parce que, donc je reviendrai à ces éléments d'ordre autrement politique, vous allez voir comment. Il y a des profondes mutations qui sont en train de se mettre en œuvre en France sur l'identité politique et qui ont émergé. Ce changement est en marche depuis les dernières élections, mais justement il a trouvé à s'exprimer de cette façon et c'était intéressant, je trouve, d'un point de vue criminologique, ce qui s'est passé,
parce qu'il va avoir des impacts inévitables sur le champ de la pénalité ensuite, c'est que j'ai beaucoup aimé ces termes de Pierre Rosanvallon, et qui indiquait que la France avait vivait un basculement historique dans la structuration de la vie politique française. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il y a de la droite et de la gauche, ou il y a de la gauche et de la droite. Et elle convoque finalement à une nouvelle façon de penser et d'organiser la façon de gouverner. Et en fait, c'est ça que je veux essayer de montrer, c'est que la criminologie, elle peut peut-être sortir de ces représentations, on l'a évoqué aussi aujourd'hui, politiques. Ça, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on éprouve aussi en vivant au Canada. Je me souviens de discussions avec des gens de l'école de criminologie, Jean Proulx, pour ne pas le nommer à l'époque, où il était directeur, qui me disait, mais pourquoi en France vous ramenez tout à une étiquette politique, où on est de droite, on est de gauche, voilà. Et c'est pour ça que je parlais de ces paradigmes-là qui sont en train de bouger intelligemment, parce que alors voilà, où on est de droite, où on est de gauche, je vais être très provocante, mais voilà, la criminologie, où elle est sécuritaire de droite et de contrôle, où elle est de gauche et elle est complètement laxiste, et voilà, et on ouvre les portes des prisons, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est assez inconcevable dans le regard notamment canadien. Puis encore, je vous dis, je l'ai éprouvé pendant 5 ans, où les différences culturelles, des fois, elles sont frontales. Même au moment où vous y attendez le moins, vous ne comprenez pas. Et puis après, vous dites, ah ouais, d'accord, dans notre façon de faire, on est quand même un peu violent finalement, avec notre façon de penser, mais encore une fois, qu'on ne mesure que lorsqu'on est ailleurs. Et ça, c'est une grande richesse. Des fois, on s'en prend aussi beaucoup, mais finalement, c'est toujours assez instructif. Donc finalement, voilà, c'est ça, et on retrouve notre histoire, qui est aussi et qui imprègne aussi notre cadre, notre juridique. Donc notre histoire, c'est la droite ou la gauche, c'est notre place dans l'hémicycle à la Révolution française, où on était jacobins, où on était girondins, et voilà, et tout ça constitue aussi cet habitus que le citoyen a intégré en lui, malgré lui, si je puis dire, et qui là est donc bousculé avec ces nouveaux paradigmes politiques qui se jouent. Et je me dis, c'est peut-être, sûrement, l'occasion pour la criminologie de sortir des politiques politiciennes pour aller vers le politique, c'est-à-dire la définition même que j'entends du politique, et c'est la juge de l'application des peines qui parle. Le politique, c'est la place dans la cité, c'est comment l'individu va pouvoir se réinsérer. Comment de la commission de l'infraction il passe à la détention, qu'en détention en débat contradictoire il me demande un lieu de placement extérieur auquel je fais droit, qui passe donc petit à petit à un autre endroit qui est un petit peu plus cadré, et comment il va réussir ensuite à s'autonomiser. J'ai eu un rendez-vous hier avec un monsieur, il a tué sa femme, il a pris 20 ans de réclusion, je lui ai refusé 2 fois l'aménagement de peine, je lui accepte une 3e fois, il part en placement extérieur, parfait, extrêmement bien, etc., etc. Et donc dans un lieu de placement extérieur où il est hébergé, où il a un travail, où il y a un encadrement autour de lui, il est défini comme la personne la plus même vraiment mobilisatrice, etc., fédératrice, voilà. Et je reçois la semaine dernière, un soit transmis du procureur qui me dit monsieur machin, il passe en correctionnel. Je me dis mince, c'est pas possible, il passe en correctionnel. Et qu'est-ce qu'il a fait alors que là, il a basculé en libération conditionnelle, donc placement extérieur probatoire, donc c'est-à-dire une petite période où on voit comment il fait dans un cadre, etc. Il avait basculé en libération conditionnelle tout court au mois d'août, et il me dit, il a eu cette phrase que j'ai trouvée, je ne sais pas du tout ce que j'ai écrit, ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Il a eu cette phrase assez extraordinaire, il m'a dit, mais depuis que je suis en libération conditionnelle, on m'a donné un T2 et je me perds dans mon T2. Mais je lui dis, mais monsieur, vous avez votre travail, vous avez toujours ce travail, vous avez un toit sur la tête, il me dit, ouais, mais je suis en libération conditionnelle, maintenant je suis dans un logement délocalisé, je suis dans un T2 tout seul, je me perds dedans. Résultat, et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait bu beaucoup d'alcool pour se donner du courage, pour aller au groupe de parole, pour suivre ses soins. Et je me suis dit, voilà. Et vous voyez, c'est ça, quand je dis le politique, la réinsertion dans la société. Alors évidemment, je vais prendre soin de faire un avis
pour ma collègue qui va le juger en correctionnel au mois de janvier prochain, pour expliquer la situation de ce monsieur, etc. Voilà, c'est une erreur de parcours, et puis il l'a très très bien expliqué en étant extrêmement ému, en pleurant, etc., où il avait compris, il me dit j'ai voulu me donner du courage, à aller pour mes soins. Vous voyez le système dans lequel il est. Voilà, donc quid de la réinsertion, et je vous disais, cette définition du politique. Et la criminologie, me semble-t-il, elle a tout intérêt à sortir de ce décloisonnement, de cet emprisonnement, je sais plus qui, quelqu'un a utilisé tout à l'heure, une prison idéologique, c'est vous, monsieur Anos, voilà, c'est ça. Une prison idéologique, c'est ça en fait. Si on reste figé sur une criminologie sécuritaire versus une criminologie laxiste, etc., on est enfermé finalement dans une forme de politique politicienne au détriment du politique, le politique au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire cette place dans la cité au sens étymologique du terme, et que le Jacques incarne. Justement, c'est ça, c'est à la fois, on n'est pas à la fois ou répressif ou laxiste, on est les deux. Et CF, justement, ce mouvement politique est en train de se présenter. Alors, je ne suis pas du tout appartenance politique de quelque façon que ce soit, mais c'est ça en fait. Le Jacques, il est ça justement. Il est à la fois répressif parce que dans le cadre de commission d'application des peines, tous les mois, j'ai dans ma journée 130 décisions à prendre concernant des permissions de sortir, des remises de peine supplémentaires et des crédits de réduction de peine. Il y a beaucoup de conseillers d'insertion et de probation dans la salle, ça leur dit quelque chose. Voilà, et je suis aussi répressive, c'est-à-dire que celui qui casse la figure aux surveillants, je présidais une comparution immédiate lundi, on a mis 1 an à un monsieur qui a mordu au sang un surveillant ils étaient 6 à devoir intervenir, donc c'est un monsieur qui était dans mon centre de détention, maintenant il n'y est plus évidemment, tout ça parce que sa musique était trop forte dans sa cellule. La surveillante intervient, il ne supporte pas les femmes, il la projette contre un mur, elle est blessée, un second surveillant intervient, lui se fait mordre au sang, un troisième jeune intervient, lui il est plaqué au sol, en torse, je ne vous raconte pas les ITT, etc., et 3 autres qui viennent en renfort et qui se font insulter, etc. Donc autant vous dire que là les crédits de réduction de peine, pouf, ils ont tous été éliminés d'emblée. Donc le juge, il est aussi répressif, le juge d'application des peines, il n'est pas que celui qui ouvre les portes de la prison, il sait dire non, et a fortiori, en tout cas moi c'est ma politique, toutes les atteintes physiques au personnel pénitentiaire, moi c'est plié d'avance, quoi. C'est quelque chose où je peux pas laisser passer ce genre de choses. La détention du téléphone portable, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de classique, mais presque, les stupes, n'en parlons pas. Mais vous voyez, c'est ça, les atteintes physiques. Donc le juge, il est aussi répressif, mais il est aussi sur le registre de la resocialisation. CF, ce monsieur dont je vous parlais, que j'avais en entretien hier. Donc voilà, il est dedans, il est dehors, il peut être répressif, il peut réinsérer. On n'est pas forcément de droite ou de gauche, on peut aussi faire quelque chose des deux si c'est pour une intervention au service de la réinsertion et donc de la place au sens politique du terme. Voilà en ce qui concerne ces éléments-là. Maintenant, vous allez me dire comment agir, parce qu'effectivement, la question c'est comment. Et c'est cette troisième dimension que je souhaitais évoquer, et qui est cette dimension que j'ai appelée économique. Là, j'aime beaucoup cette expression. Alors, je suis une adepte du Collège de France, donc là, après Pierre-Rosan Vallon, maintenant ça va être Alain Supiot, et qui a beaucoup évoqué l'essor des usages normatifs et la quantification. Et il a cette expression que je trouve assez admirable, où il résume le passage de ce qu'il appelle le gouvernement des lois à la gouvernance par les nombres. Je trouve que dans cette phrase condensée, il a tout résumé, et que ces instruments de mesure, alors on a beaucoup parlé, évidemment, on va parler des fameuses échelles actuarielles, voilà, ces instruments de mesure prennent une place de plus en plus importante dans les pratiques professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on entend effectivement par économique ? Économique, là aussi je pourrais être aussi un peu facétieuse. CF tout à l'heure, ma dimension fratricide que j'évoquais dans cette guerre qui a eu lieu dans l'existence de la criminologie, il y a justement, c'est pas le but, mais il y a aussi cet aspect économique, financier.
qui fait que c'est pas forcément toujours très simple non plus, et qu'il y a eu aussi d'autres enjeux, je pense, sur un terrain universitaire et de recherche, parce que l'argent qui est donné à un n'est pas donné à l'autre, et que ça peut aussi être source de difficultés. Mais ce n'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est le terme économique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire la gestion de la maison. J'ai appris ce nom, là j'aime bien aller chercher toujours cette étymologie du grec ancien okonomia, qui se réfère effectivement à la gestion de la maison. Comment est-ce qu'on administre la maison? Comment est-ce qu'on va utiliser? Quels vont être ces instruments de mesure? Alors évidemment, il y a, je vais vous faire l'économie de développement sur les chiffres et le souci de rationalisation de la justice et de la gestion des flux et de la volonté de maîtriser des coûts en tant que juge de l'application des peines, évidemment, et même en tant que responsable du service de l'application des peines, je suis astreinte à des statistiques, des comptabilités, des rapports d'activité, combien de jugements, combien d'ordonnances rendues. Je proposais là les chiffres en entretien à ma présidente hier. Et bien oui, hier au 28 novembre, j'étais à 1386 ordonnances de rendues par mois uniquement, pas le cabinet numéro 2, juste mon cabinet à moi numéro 1. Il y a cette dimension-là de mesure des choses, et c'est pas chose négligeable. On ne dit pas ça à l'école de magistrature, vous allez devoir faire des chiffres en permanence à la fin du mois, etc. Mais ces instruments de mesure-là sont importants. Enfin, cela étant, c'est pas le but de vous faire une théorie sur la LOLF, etc., qui présente ses avantages, parce que c'est ce qui permet aussi de tenir un peu la barque et de voir où on va. Non, les instruments de mesure, me semble-t-il, pour le juge de l'application des peines, et toujours en lien avec la criminologie, c'est cette grande, j'ai envie de dire, quasiment tarte à la crème, ou en tout cas notion très glissante, qui est celle de la dangerosité. La dangerosité, j'ai bien aimé, en fait, j'étais à une formation sur les mesures de sûreté à laquelle se trouvait d'ailleurs monsieur Louan il y a quelques semaines, et j'ai retenu ces propos de Vincent Mahé, qui était un expert psychiatre auprès de la cour d'appel de Paris, et qui a dit la dangerosité, c'est le terme le plus dangereux qui soit, parce qu'évidemment on ne sait pas ce que c'est. Et que pourtant, on veut mesurer ça. Ces échelles actuarielles veulent mesurer ça. Ce concept même de dangerosité veut mesurer ça. Et le juge de l'application des peines, croyez-moi qu'il a un certain intérêt à mesurer si son cas il est dangereux ou pas pour le faire sortir. Avant de signer en bas le jugement d'octroi d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté ou d'un placement extérieur, on a quand même un petit peu envie d'être assuré intérieurement, et pas juste pour la motivation écrite du jugement, mais de savoir si le gars qu'on va laisser sortir, il présente un danger pour la société, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Et qu'on est confronté, en tout cas moi je trouve, et j'ai été confortée par cet expert parisien, qu'il y a une difficulté en termes de mesure, effectivement, de la dangerosité, parce que les concepts ne sont pas clairs. Dans ces fameuses expertises, alors j'évoquerai le gros problème des expertises ensuite, très pratico-pratiques, mais qui ne sont pas négligeables non plus, la différence et le glissement qui s'est opéré entre la notion de criminologie, de dangerosité psychiatrique et de dangerosité criminologique. Il y a à ce type de plus en plus de questions qui sont posées dans les expertises, et la difficulté, elle est la suivante, c'est que comme expert, à ce jour, il n'y a que des experts psychiatres, donc ils interviennent effectivement sur la notion de psychiatrie, la dangerosité psychiatrique, qui est un risque que par définition, effectivement, n'est que potentiel, mais d'un passage à l'acte lié à un trouble mental. Évidemment, un psychiatre, il est spécialisé pour analyser ou pas l'existence d'un trouble mental, mais quid d'une dangerosité criminologique qui ne constitue que la probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction, quelle qu'en soit la gravité. Et en fait, voilà, à ce jour, il n'y a que les experts psychiatres ou psychologues qui peuvent intervenir et qui vont répondre à une question d'ordre psychiatrique, mais pas forcément criminologique, et ils sont démunis face à ça. Et pardonnez-moi, encore une fois,
d'arriver à des contingences extrêmement matérielles, triviales, bassement matérielles, mais que fait le juge de l'application des peines concrètement? Au-delà du fait qu'il n'a pas forcément des réponses aux questions qui se posent, son premier parcours, c'est déjà le parcours du combattant pour trouver un expert. C'est quand même déjà la première démarche. Et on se trouve confronté, notamment depuis ces dernières années, avec ces différentes circulaires qui ont changé le statut des experts, etc., à une grande difficulté, ne serait-ce qu'à trouver un expert qui veuille bien se déplacer dans le centre de détention, pour peu qu'il soit au milieu de nulle part, comme Saint-Miel, mais c'est la croix et la bannière, croyez-moi. Alors après, on peut toujours essayer de nous voyer. Dans le cadre d'assises où j'ai la chance de siéger, effectivement, je repère des experts qui me semblent intéressants. Donc voilà, on se rapproche en disant, ça pourrait, dans ce cas-là, on fait un espèce de deal ensemble. Vous acceptez de venir me faire des expertises pour des gens qui constituent des cas cliniques qui pourraient être très intéressants pour vous. Et vous me faites mon expertise, comme ça, la personne ne va pas être juste bloquée. Parce que c'est ça quand même, concrètement, l'enjeu majeur, c'est qu'il y a des personnes qui veulent sortir, mais que je ne peux pas laisser sortir parce que je n'ai pas d'expertise réactualisée. Alors c'est effectivement un bassement matériel, mais c'est quand même un élément non négligeable, notamment pour cette perspective de réinsertion. Et j'y suis... alors, il y a ces éléments effectivement négatifs, il y a aussi des éléments positifs. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais me semble-t-il, la criminologie, elle existe quand même de toutes pièces. Alors effectivement, de manière assez empirique, mais elle existe. Alors en même temps, le repas de midi m'a fait douter avec la personne, je ne sais pas où elle est, à côté de qui j'étais assise, parce que j'avais, moi en tout cas, de mon positionnement de JAB, j'ai la chance aussi de présider le tribunal de l'application des peines. Donc vous savez, ce sont les peines les plus importantes. Et qui nécessite un avis notamment de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et le passage au CNE, le Conseil, le Centre national d'évaluation, qui pour moi est l'incarnation même de la criminologie. Ça n'emporte pas le nom, mais ils font ça. C'est-à-dire que concrètement, la personne que je vais être amenée, enfin en tout cas je vais présider l'audience, mais comme c'est le tribunal de l'application des peines, ça veut dire que les peines étant, pour faire simple, tellement importantes et les profils tellement potentiellement dangereux que c'est pas un juge de l'application des peines comme je le fais toute seule tous les mois, mais 3 juges de l'application des peines qui doivent siéger sur et puis statuer sur le cas de la personne. Cette personne est envoyée à la faveur de la décision effectivement de la CPMS, envoyée pour 6 semaines au Centre national d'évaluation. Il y en a un à Rio, il y en a à d'autres endroits, je sais qu'il va en avoir un à Aix-en-Provence bientôt, qui va ouvrir en janvier ou en février, où les personnes sont évaluées pendant 6 semaines sous toutes les coutures, si je puis m'exprimer ainsi, avec des regards pluriels, sociologiques, psychologiques, psychiatriques, avec une analyse d'une finesse assez extraordinaire qui, pour nous, juges de l'application des peines, constitue la haute couture. Vraiment, c'est de la très haute couture de l'analyse et c'est une approche extrêmement riche de la part des personnes. Donc, cette criminologie, elle existe. Elle n'est pas nommée en tant que telle, mais si c'est un regard pluriel dont il s'agit pour appeler les choses criminologiques, elle existe. On parlait tout à l'heure de ces outils actuariels. Et M. Louan interviendra sur ce point. J'imagine que c'est sur la recherche privée, entre autres, que vous aurez sûrement beaucoup de choses intéressantes à dire. La formation des conseillers d'insertion et de probation, qui aussi est extrêmement importante. Les conseillers d'insertion et de probation constituent les yeux et les oreilles des juges de l'application des peines. Sans leur travail, on n'est pas grand-chose. Et qui, au travers des rapports qu'on voit arriver maintenant, avec effectivement ces formations sur l'entretien motivationnel, sur la façon selon laquelle ils sont amenés à faire leur rapport avec maintenant facteurs de risque, facteurs de protection, etc., arrivent à permettre d'avoir un regard plus scientifique scientifique, c'est peut-être pas forcément le terme, en tout cas un regard très, très professionnel avec une analyse d'une pratique professionnelle intéressante sur ce point. Donc ça existe. Il ne s'agit pas non plus de transformer ça en justice prédictive, de quelque façon que ce soit.
les éléments peuvent vite être réduits et encore une fois repris sur un registre assez idéologique aussi. Donc ça existe, même si, il faut quand même bien le noter, le conseiller d'insertion et de probation, il n'est pas criminologue, c'est pas son travail, il peut avoir une approche criminologique, mais c'est pas son cœur de métier en tant que tel, enfin en tout cas me semble-t-il. Et qu'il peut aussi être mis dans une position de conflit d'intérêts si jamais c'était cette casquette-là qu'on essayait de lui faire porter. Et qu'il n'y a pas, me semble-t-il, et c'est ça qui est important et dont la criminologie doit se saisir, il n'y a pas de discipline universitaire en tant que telle, comme ça existe effectivement, encore une fois, au Canada, si on veut en revenir à ça, qu'il n'y a pas non plus cette profession à part entière, parce que les criminologues, ils sont partout au Canada, enfin c'est 5 ans d'études, ils sont présents à tous les éléments de la chaîne pénale, depuis la commission de l'infraction, et ils ont plusieurs casquettes d'analystes criminels auprès de la police, ils font des rapports pré-sententiels, ils font des rapports post-sententiels, etc. Et ils ont cette vision aussi très longitudinale des choses, donc c'est une fonction bien à part qui doit aussi, me semble-t-il, dans le courant dans la suite logique d'une discipline créée, mais ça c'est dans un monde idéal, alors peut-être existera-t-il, je l'espère. Mais voilà, cette dimension, ce corpus universitaire, scientifique, de réflexion, mais qui a cette traduction aussi concrète sur le terrain avec une profession bien spécifique. Donc voilà, en ce qui concerne l'ensemble de ces éléments, je suis très très longue en fait. Dire quoi finalement en élément de clôture, qu'il est important effectivement, et c'était l'objet de ce colloque, de repenser, de refonder, de dépasser les références culturelles passées, d'en se saisir de cette nouvelle grammaire de la criminologie, une nouvelle géographie politique et pénale qui est en train d'exister, à la faveur de cette histoire qui a pu être douloureuse pour la criminologie, de se saisir finalement, c'est le sens même de l'histoire même d'un individu qui peut être confronté à des difficultés, mais l'idée c'est de savoir s'en saisir et de voir la façon selon laquelle on peut rebondir. Alors j'aurais juste une différence moi en termes de mots. Je dirais que finalement, à l'image de l'homme, la criminologie, elle doit se saisir effectivement de toute cette histoire qui a pu être douloureuse pour rebondir, faire avec ce qui existe maintenant, s'en saisir, trouver de nouveaux champs de possibles. Mais je n'utiliserai pas le terme d'émancipation, parce que je cherchais tout à l'heure l'émancipation. Finalement, émanciper, ça veut dire s'affranchir de l'autorité paternelle, pardon. La puissance paternelle, l'émancipation, c'est déjà une forme d'opposition à quelque chose. Et en tant que juge de l'application des peines, ma préférence irait vers le mot de individualisation. Évidemment, le juge d'application des peines fonctionne avec l'article 707 du Code de procédure pénale, qui est basé sur ce qu'évoquait Madame ce matin, les principes posés par Raymond Saleil, celui de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire se différencier et trouver ses propres caractères, sa singularité française. Merci, il y a déjà des questions, je vois au premier rang. Juste une question. Par rapport à la question que vous posez aux experts, en dehors de la question de la dangerosité, quelles questions vous sembleraient indispensables à poser aux experts sur un plan criminologique? Et puis, quels seraient les documents qui vous sembleraient essentiels pour qu'ils puissent répondre aux questions que vous pourriez poser, toujours sur un plan criminologique? Sur le rôle des experts? Alors moi du coup j'essaie de faire de façon empirique, comme je n'ai pas forcément ces réponses effectivement, je les pose en cadre de mes débats contradictoires, en posant cette question à la personne: quel regard portez-vous sur les faits pour lesquels vous avez été condamné, et essayer d'approcher au maximum la représentation de la personne et ce qu'elle a fait, ce qu'on appelle le sens de la peine, me semble-t-il, allant à ces observations qui consiste à dire que finalement il ne faut pas voir les choses de façon compartimentée, et ça revient encore à ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire que essayons 5 minutes et demie là de se mettre à la place de la personne
et qui se trouve jugé. On n'est pas très loin de l'étranger de Camus, quoi. Hein. C'est-à-dire que tout est compartimenté. Il y a la phase procureur, déferment, la phase détention provisoire éventuelle, la phase jugement, la phase assise, etc. Et en fait, c'est ça, c'est le sens que la personne fait à tout ce parcours. Ça, c'est la question que vous poseriez à l'expert. Oui. D'accord. Oui. Et c'est justement ce que vous posez aujourd'hui. Oui. Avec des fois des réponses très surprenantes de la part des personnes et qui peuvent être d'une grande profondeur. Enfin, je sais pas, je trouvais que ce monsieur-là qui me disait, par exemple, qu'il se perdait dans son T2, je trouve qu'il avait tout résumé finalement quand il expliquait la libération conditionnelle, comment il se sentait plus. J'ai trouvé votre, excusez-moi, je vais se mettre de cette manière, j'ai trouvé votre exemple tout à fait intéressant. Et en tant que psychiatre, expert, j'aurais eu besoin d'avoir des éléments sur le crime qui avait été commis, s'il avait déjà eu cette question autour de la boisson, c'était décidé ou pas, et puis aussi la perception sensitive de son environnement. C'est très pertinent ce que vous indiquez là, parce que pour tout vous dire, ce monsieur a donc été amené à assassiner sa femme dans un contexte d'alcoolémie majeure et de drogue. Et la particularité, c'est qu'il a été retrouvé à peu près de mémoire 15 jours, 3 semaines, et il était enfermé dans l'appartement avec le cadavre de sa femme. Voilà. Cette dimension clinique-là qui est intéressante. Et effectivement, l'idée est ce qu'on a évoqué dans la journée, c'est encore une fois ni droite ni gauche, ni répressif ni préventif, c'est associer le quantitatif et le qualitatif. Et donc là, la dimension clinique, c'est ça en fait. C'est plus cette dimension-là qui serait intéressante d'ajouter effectivement au quantitatif de sucre. Potier. Oui, alors vous avez dit, vous avez parlé du criminologue en disant que le conseiller d'insertion de probation n'était pas un criminologue. Si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais enfin je vais rebondir là-dessus, d'une certaine façon qu'il ne pouvait pas l'être, le criminologue c'était autre chose, quoi. Bon. Alors, ça me fait penser à ce que la réflexion qu'évoquait M. Lianos tout à l'heure, où quelqu'un lui disait, d'ailleurs lui disait, mais criminologue ça n'existe pas en France. Bon. Le terme officiel, criminologue, désignant dans une liste de métiers officiels, ça n'existe pas. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas des criminologues en France? Bon. Quand je vais au Canada, moi je vois que les gens qui travaillent dans les prisons du service correctionnel, dans les bureaux de libération, les agents de libération conditionnelle, les agents de programme, etc., on les appelle criminologues. Bon. Et je regarde ce qu'ils font, c'est quand même extrêmement proche de ce que font les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Oui, vous avez parlé des DPR ou... Non, en général. Voilà. Alors aussi, mais bon, il y a l'évaluation, il y a la prise en charge, voilà, les conseillers les agents de libération conditionnelle, ils suivent des gens en milieu ouvert, comme service de probation, etc. Bon. Toute chose étant comparable, pas comparable par ailleurs, je suis d'accord avec vous, le système est différent, etc. Bon. Mais voilà. Bon. Enfin, c'est pas le seul métier où on l'exerce pas exactement de la même façon d'un pays à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est un criminologue? Est-ce qu'un criminologue, ça ne pourrait être que quelque chose qui est défini à un moment officiellement, étatiquement, parce qu'on dirait il y a un diplôme d'état dessus, une qualification, etc. Non, pour moi, c'est un criminologue, c'est ça peut être un chercheur, ça peut être un psychiatre, ça peut être un conseiller pénitentiaire d'insertion de probation. Pour moi, ça désigne les personnes qui travaillent sur la question du crime d'une façon ou d'une autre, parmi lesquelles il y a des praticiens, et parmi lesquels, par exemple, il y a les conseillers pénitentiaires d'insertion de probation. Donc pour moi, que ça soit validé nulle part, c'est pas mon problème. Pour moi, le conseiller pénitentiaire d'insertion de probation est un criminologue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met en jeu des savoirs criminologiques que consciemment ou pas, ils disent c'est des savoirs criminologiques, ce sont des savoirs criminologiques, alors ils sont plus ou moins bons, plus ou moins comme dans toute activité humaine, qui les met en jeu pour travailler avec des délinquants dans une perspective sociale qui est alors la prévention de la récidive, la réinsertion, mêlez-nous qu'on veut, etc. À une autre époque on disait l'amendement, etc. Donc moi je pense qu'il faut sortir un peu de ça parce que je ne crois pas qu'on puisse inventer une figure de criminologue qui ne serait ni un chercheur, ni un conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, ni parce qu'on ne le trouvera jamais, parce que ça n'existe pas. Pour moi, c'est une catégorie. Alors que, par exemple, on va dire les médecins.
Quand vous dites les médecins, vous désignez un type de profession assez générique. Mais là-dedans, il y a des psychiatres, il y a des gynécologues, il y a de la médecine généraliste, il y a des chirurgiens, enfin on peut dire des tas de choses. Bon, donc moi je le dis clairement, pour moi un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un criminologue. Et je ne vois pas quelle autre personne pourrait faire le boulot qu'ils font, ou pourquoi il y aurait besoin de quelqu'un qui aurait un titre de criminologue pour faire le boulot du psychiatre. Alors vous parliez des psychiatres, qui effectivement Alors, le problème c'est qu'est-ce qu'on demande aux psychiatres? Quelle est la demande qui est faite aux psychiatres? Si la demande c'est d'utiliser sa science en matière de santé mentale, il reste dans la classique pratique du psychiatre médical, 64, etc. Bon. Mais il y a d'autres pays où, vous savez, puisque vous avez travaillé ailleurs, où les psychiatres font autre chose, quoi. Et où ils rentrent dans le champ criminologique. Donc ça, c'est un choix à faire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de définition naturelle de tout ça. C'est ce qu'on décide de faire. Et je pense qu'en France, souvent, on s'en mêle avec les mots, tout ça, se faire des complications dans la tête là-dessus. Soyons un peu plus simples. Moi, j'ai envie de dire, la criminologie existe, je l'ai rencontrée, et d'une certaine façon, je la pratique depuis 40 ans. Voilà. Mais je ne reviens pas sur le fait qu'effectivement, elle existe de façon empirique, c'est sûr, mais qu'après, tant que les choses ne sont pas nommées, alors c'est peut-être un défaut très, très juriste, de vouloir nommer absolument les choses précisément parce qu'on met l'hypothèse que si le crime a pu avoir lieu, c'est qu'à un moment donné, les choses n'ont pas pu être nommées et qu'on est passé à l'acte et que le choix des mots est pour nous très très important. Mais derrière un mot et derrière une fonction, il y a une incarnation aussi. Et moi, le criminologue, c'est quelqu'un qui a cette vision un peu... Enfin oui, comme je l'évoquais tout à l'heure du JAP, c'est-à-dire longitudinal, qui connaît tout le parcours de l'individu, qui fasse plus faire un lien sur tout le parcours juridique de la personne depuis son interpellation jusqu'à sa sortie. Et c'est ça qu'on retrouve dans les criminologues au Canada qui sont présents dans les services d'enquête. Alors effectivement, ils restent finalement assez compartimentés aussi, ils interviennent. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons une réaction de psychiatre, justement. Des expertises psychiatriques pour en faire en post-pénal, je crois qu'on est véritablement dans le domaine de la criminologie. Ça n'a rien à voir véritablement avec les faits sentenciels. Bah oui. Dans le fait sentenciel, effectivement, on vous pose la question de la responsabilité légale avec effectivement le développement de personnes. Mais effectivement, en application des peines, c'est tout à fait une question criminologique parce qu'il n'y a pas à répondre en quelque sorte à des questions qui sont plus ou moins bien posées. Quant à l'état d'esprit psychique de l'occupation psychiatrique, c'est des réponses qu'on vous fait habituellement pour des expertises banales, même à l'application des peines, mais c'est véritablement de retrouver les parcours judiciaires et juridiques, mais effectivement, lors de sa détention, son évolution psychologique, psychique, sa situation, comme il a vécu le procès, comment effectivement il a évolué de ça, quelles sont ensuite ses perspectives pour évangéliser les victimes. Et tout cela ramène effectivement à une autre modalité d'appréciation. Mais c'est vrai qu'on est psychiatre. Moi, je suis nul en criminologie, je suis nul à l'association de procédure. Je raconte quelque chose. Monsieur Blanc vous parlera d'une expertise d'un gros baraqueur qui a séduit la gerbe, si j'ai pensé, pour vous dire. Bon, bref. Et pour vous dire que la manière d'approcher cela, c'est effectivement quelque chose de diachronique, de faire une perspective en écoute de vidéo, parce qu'on a souhaité un cliché figé, avec une perspective d'évolution. Et effectivement, avec des tenants et des aboutissants qui sont d'un grand enjeu criminologique, certes, la seule question, en fait, c'est celle de la récidive. Voilà. Donc, en quelque sorte, on a un billet pour pouvoir effectivement aider à la vie de Jacques dans ce type de situation. Je ne parlerai pas des mesures de sûreté et d'autres, M. Alain Blanc. Il est bien payé pour se défendre tout de suite avec ça. Non, mais alors moi je suis un peu frustré parce que en te repassant ton bouquin, c'était une manière de dire que le sujet c'est ton bouquin qui effectivement date un peu. Mais moi ce qui m'a passionné dans ton bouquin, je vais juste expliquer deux mots, c'est que un jour en organisant une session de formation à l'ENM autour des questions je ne parle pas de criminologie, encore une fois, je vous le dis, c'est presque encore un mot tabou.
c'est quand même un vrai problème. Moins, enfin bon. Non, parce qu'on va intervenir cette année. Oui, enfin, c'est un bon problème. Il y a un directeur d'établissement pénitentiaire qui était d'ailleurs directeur de l'ENA, Patrick Mounou, qui a passé quelques mois au Québec. Et il est revenu et il m'a expliqué ce qu'il avait compris du système pénal et pénitentiaire québécois par rapport à celui qu'il avait eu à mettre en œuvre en tant que directeur d'établissement de l'administration pénitentiaire en France. Et il m'a expliqué en gros ce que tu dis dans ton bouquin, donc que tu n'as pas développé là, et qui me paraissait vraiment intéressant par rapport au débat tout à l'heure avec le professeur Yanos. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, comme on l'entend dire de manière totalement stupide dans un certain nombre de cercles, qu'il faudrait adapter en France la criminologie telle qu'elle fonctionne au Québec, ou même en Belgique, on en parlera demain avec Yves Carpubel, ou en Suisse. Chaque pays a son histoire, ses institutions. Et ce que m'expliquait Patrick Mounou, était, je crois, très intéressant parce que ça m'a remis en question, moi, par rapport à mon histoire, qui est un peu la même que celle de, en tout cas, qui est parallèle à celle de Philippe Potier. C'est que lui, quand il est arrivé à l'administration pénitentiaire dans les années 80, 70. 70, après 80, donc 83. Donc ce qu'on a mis en place au ministère, c'est ce qu'on appelle la politique de décloisonnement, c'est-à-dire de l'accès aux droits de l'ensemble des personnes en milieu fermé et ouvert, enfin c'est moins compliqué pour le milieu ouvert, sur l'idée qu'il fallait en faire des citoyens, qu'ils avaient été dans leur histoire privés d'accès aux soins, privés d'accès à la formation, privés d'accès au travail, privés d'énormément de choses, et que pendant qu'ils étaient là, il fallait investir et mobiliser la société civile à l'intérieur des prisons pour développer ces droits. Et on a pensé, parce qu'il y avait un retard considérable de ce point de vue-là, donc on a pensé que on faisait là de la réinsertion. Mais pendant qu'on a fait tout ce travail, la question du passage à l'acte sur laquelle on travaille maintenant a été complètement négligée. Je ne peux pas tout faire, chaque époque son sujet. Bon, et ce qu'il me disait, c'est que lui, il a réalisé ça au Québec, en réalisant une chose fondamentale, qui rejoint tout à fait le propos du professeur Yanos. C'est-à-dire qu'au Québec, les institutions pénitentiaires et pénales, elles assument la fonction d'avoir à changer la personne, à la faire évoluer. En France, avec nos histoires, auxquelles j'ai adhéré pendant des années, de contrôle social, de conception, de liberté individuelle, complètement juridique, enfin c'est un peu compliqué, mais on est là, on a été pendant des années en train d'attendre la demande du sujet pour pouvoir faire du travail social ou du soin. On en est un petit peu sorti de tout ça. Et donc c'était ça que me paraissait intéressant, c'était de démontrer que pour la France à son histoire, elle a ses institutions, un système judiciaire qui est le sien. Entre parenthèses, la chaîne pénale, je dis, ça n'existe pas. Il y a un processus pénal dans lequel il y a une phase policière, ensuite il y a une phase judiciaire, ensuite il y a une phase, y compris judiciaire, d'exécution des peines, mais ce n'est pas un continuum. Bon, ça c'est des questions aussi de protection de liberté individuelle qui sont pas importantes. Donc, ce qui est important, c'est de perdre cette idée qu'il faut adapter, transposer en kit comme ça la criminologie québécoise ou belge, suisse, en France. Il faut travailler sur nos institutions, les équilibres qu'il y a entre ces institutions, pour définir, excuse-moi, j'en ai dessus, alors c'est pour ça que c'est une critique de droite, une criminologie française. Bon.